Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui au sud du département et plus précisément au cœur d'une ville autour de laquelle jadis rayonnait tout le bas Poitou. Bienvenue à Fontenay-le-Comte. Occupée depuis la période préhistorique, Fontenay se développe et gagne toute sa puissance au Moyen-Âge. Différents quartiers alors rayonnent au cœur d'une enceinte urbaine, dont un quartier qui s'épanouit autour d'une église dédiée à Notre-Dame. Avançons vite au pied du clocher pour retrouver Louis, un historien du patrimoine religieux, et découvrir un trésor caché, à savoir des statues attribuées au XVe siècle. Bonjour Louis. Bonjour Marion, quel plaisir de te revoir ici. Je suis très heureuse de te retrouver ici au pied de Notre-Dame, un élément emblématique pour cette ville de Fontenay. Louis, tu as choisi cette thématique, ce trésor caché, un clocher, mais je crois surtout les statues qui ornent les quatre faces du clocher. Est-ce qu'on peut revenir déjà sur cet élément, sur cette flèche qui marque le paysage? Ce clocher est la pièce emblématique de cette église dont nous avons fêté il y a 2 ans les 600 ans, symboliquement. Et il y a là un clocher gothique d'origine, donc la partie basse, qui est une tour assez massive, comme on peut le voir, faiblement décorée, et la partie supérieure, à partir de la première galerie, qui porte ce qu'on appelle les parements, avec la flèche gothique qui est également d'origine. Sous la galerie, on observe un certain nombre de formes qui sont cachées. C'est-à-dire que pour nous qui sommes dans la rue, c'est difficile à voir, mais il y a là un certain nombre de statues. Elles font de l'ordre de 2 mètres de haut et elles nous racontent quelque part l'histoire de la ville. On avance tranquillement, Louis, et tu me présentes les statues? Allons-y. Je te suis. Louis, nous avons beaucoup de chance de profiter de la lumière du matin qui magnifie complètement cette façade est. 4 statues, quelles sont-elles? Sur la gauche, Saint-Jacques le Majeur, et donc il a tous les attributs du Saint-Jacques tel qu'on le représentait au XVe siècle. Le chapeau avec sa petite coquille, son bâton, son bourdon, et dans la main gauche, il a l'Évangile, parce qu'il est censé avoir évangélisé l'Espagne. D'accord. Il est pieds nus et il est émacié. Il a une barbe, donc c'est vraiment le pèlerin qui avance et qui n'en finit pas d'avancer dans la direction de Compostelle. Ce qui n'est pas surprenant finalement de retrouver Saint-Jacques ici, puisque Fontenay est sur les chemins de Saint-Jacques, je ne me trompe pas, Louis? Oui. C'est pour ces raisons d'ailleurs que ce personnage a été placé ici sur Notre-Dame? Alors, ce clocher porte cette statue de Saint-Jacques emblématique, mais ça n'est pas le seul témoignage du pèlerinage, puisqu'en face nord, il y a une représentation du roi Saint-Louis, Louis IX, célèbre ici puisqu'il a repris la ville au Lusignan en 1242. C'est une représentation rarissime, sinon unique en France, de Saint-Louis en pèlerin. Il n'est pas couronné, il porte un petit chapeau à la manière de Louis XI. Sur ce chapeau, on trouve une coquille de pèlerin, parce que c'était un roi pèlerin. Et voilà une deuxième image qui porte ce témoignage d'un Fontenay-le-Comte au XVe siècle, ville-étape sur les chemins de Saint-Jacques. Qui sont les personnes, les autres statues qui accompagnent Saint-Jacques? À côté de Saint-Jacques, il y a Saint-Martin. Il est en soldat dans la partie supérieure de son personnage et en moine sur la partie inférieure, puisqu'on sait que Saint-Hilaire lui avait confié le soin de créer ce qui est devenu l'abbaye de Ligugé. Et le petit peuple de Poitiers a voulu absolument, et de Tours, a voulu faire de Saint-Martin son évêque. Et donc c'est pourquoi, au pied de cette statue, on voit une mitre, parce que Martin, qu'on est venu chercher, n'était pas forcément d'accord. Il a accepté de devenir évêque en disant « oui, mais je resterai toujours, je garderai ma tenue de moine ». Donc cette mitre, au pied, montre bien que le sculpteur du XVe siècle connaissait bien l'histoire, connaissait bien cette légende, mais c'est une histoire avérée d'un Saint-Martin gardant la tenue du moine, mais acceptant la mitre, mais pour la laisser de côté. 2 autres statues, lui. Alors, à côté, une merveilleuse jeune femme, Sainte Marguerite d'Antioche, dont la légende nous dit qu'elle a été avalée par un dragon
et que pour sortir du dragon, avec un crucifix, elle a fait le signe de la croix. Et le dragon a littéralement explosé et elle a pu être libérée. Plus prosaïquement, au Moyen-Âge, c'est la sainte patronne qu'on invoquait pour limiter les souffrances de la jeune femme en train d'accoucher. Elle est très belle et on voit très bien à ses pieds le dragon, qui est un dragon vivant, qui tire une espèce de langue. Elle a le pied dessus et elle le tient en laisse avec une chaîne. Voilà une femme représentée comme telle et qui a le pied sur le mal. Complètement. Voilà. Le message est fort. Ouais, le message, je le trouve très fort et d'une actualité sombre. Exactement. Et sur la droite, eh bien, il y a Saint Jean l'Évangéliste qui tient la coupe, qu'il bénit. Et de cette coupe sort un petit dragon qui représente une coupe empoisonnée. Ça fait référence à un texte de l'Évangile. Si tu pries, tu seras sauvé du péché et donc du poison. Alors j'ajouterai comme commentaire que l'interprétation que nous osons avancer, c'est que cette face du clocher parle à la personne précise du roi Louis XI. À gauche, Saint-Jacques. On sait que Louis XI avait fait le vœu d'aller à Compostelle. Oui. Et qu'il a été tellement occupé par son travail de roi qu'il n'a jamais pu aller à Compostelle. Et quand il est mort, il était terrifié à l'idée de se présenter devant le jugement dernier en étant parjure vis-à-vis de son vœu à Compostelle. Saint-Martin, eh bien parce que c'est le saint patron de l'endroit où il avait décidé d'implanter sa capitale. Sainte Marguerite, parce que c'était l'époque où Charlotte de Savoie, son épouse, n'arrivait pas à lui donner un héritier mâle. Et puis Saint Jean l'Évangéliste qui bénit la coupe empoisonnée. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que Louis XI avait une terreur folle de mourir empoisonné. Alors en tout cas, c'est le sens qu'on propose tout doucement, mais en tout cas, il nous semble que ce clocher sur cette face-là est particulièrement politique. Très intéressant. Louis, ce que je te propose désormais, on va se rapprocher du clocher, on va continuer l'histoire parce qu'elle est belle. Avec plaisir. Je te suis. Louis, quelle joie de voir ce chantier de restauration. Oui. Ça, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur de voir que la puissance publique, la ville, a entrepris cette restauration depuis déjà quelques années. Le chantier avance bien. J'appartiens à une association, les Amis du patrimoine religieux, qui est... et c'est un grand privilège qu'on goûte vraiment dans toute sa saveur. Nous sommes invités tous les 15 jours à suivre les réunions d'avancement. Ça se passe très bien et je dirais qu'au fur et à mesure que le chantier avance, ce qui sort de ce chantier est beau. Les fleurons, on les voit luire dans le soleil, ont été restaurés, ils sont blancs et ils redonnent à cette église sa beauté d'origine et c'est vraiment un vrai bonheur. Tu as passé des heures, Louis, à étudier cette église et plus spécialement ces statues que tu nous présentes aujourd'hui. Quelle a été pour toi la plus grande découverte, la plus grande surprise? L'une des plus grandes surprises? C'est très difficile de répondre à cette question parce qu'il y en a eu plus d'une. Il y a eu les cloches. Alors écoutez, elle m'interrompt. C'est la cloche Saint-Venant. Elle est de 1466. Cette cloche a été entendue par Louis XI. Et c'est l'une des plus vieilles cloches, une cloche des plus âgées encore en fonctionnement en France. Et elle sonne les heures, elle sonne les grands événements religieux ou profanes, je veux dire, ou officiels de la ville de Fontenay-le-Comte. Elle rythme la vie de Fontenay. Elle rythme la vie. Et si on en vient aux statues, ta plus belle surprise sur ces statues? Il y en a plus d'une. Il y en a plus d'une, Saint-Jacques, clairement, Saint-Jacques m'a attiré. Puis j'ai vu Saint-Martin, sur lequel, modestement, je ne connaissais rien. Et j'ai découvert que chacun des détails de cette statue nous parlait sur des faits historiques. Sainte Marguerite, dont je ne connaissais rien, qui est une très jolie jeune femme. Je donnerais cher pour connaître le nom du modèle qui a servi. Bien sûr. Était-ce une jeune fille de la bourgeoisie fontaisienne? Probablement. Et puis Saint-Louis, mon saint patron. Voilà. Et puis, encore une fois, cet abbé sur lequel on se casse un peu les dents, à savoir, c'est un saint abbé, mais on n'arrive pas encore à déterminer. Peut-être ne le saurons-nous jamais, c'est pas très grave. Elle garde un peu de son mystère aussi. Tout à fait. Et des détails croustillants, parce que j'imagine qu'il y a eu aussi son lot de surprises curieuses, étonnantes. Grande surprise.
grand Laquelle? amusement. C'est l'une des premières visites que nous avons faites sur le chantier. J'amène mes jumelles et je regarde. Et je vérifie que j'ai bien compris les consoles avec leurs personnages grimaçons qui sont sous chacune de ces statues. Et à ma grande surprise, je tombe sur un personnage que je n'avais pas vu. Alors on appelle ça un impudique. Ça dit bien ce que ça veut dire. Il a la forme d'un petit diablotin, il a un bonnet avec 2 espèces de petites oreilles. Il soulève sa jupette pour montrer que c'est un vrai monsieur. Et qu'est-ce qui se passe dans les jumelles? Tu rezoomes pour être sûr de ne pas Et t'être toutes les trompé. photos, je les ai agrandies à l'écran. J'en ai parlé à Mathilde Lepubert, que tu connais bien, Oui. qui est notre spécialiste des églises gothiques, qui m'a dit « Mais oui, c'est un impudique ». Et elle m'a dit bah, « Bravo, vous avez trouvé un impudique ». Et alors là, quelque part, on se trouve à la fois un peu bête, Gêné. mais finalement satisfait d'être celui qui dit « Mais vous avez vu, l'Église nous raconte des choses qu'on n'a pas encore comprises, parce qu'il faut qu'on Exactement. interprète. » Et même Benjamin Fillon, alors peut-être avait-il vu l'impudique, mais il est resté très prude. Il me dit rien. Soit ne l'avait-il pas vu, auquel cas c'est une vraie découverte. En tout cas, c'est une redécouverte amusante. Bravo Louis, bravo. Merci beaucoup. On espère pouvoir revenir ici au pied de Notre-Dame pour apprendre toujours un petit bout de son histoire. Continue tes recherches surtout. Elle a sûrement encore beaucoup de Énormément. choses à nous apprendre. Énormément. Et alors nous, à l'âge que j'ai, on s'amuse. On essaye d'être utile. Et notre plus grande utilité, je pense, c'est de continuer à intéresser les jeunes chercheurs Oui. et les jeunes à continuer à essayer de comprendre. Merci beaucoup Louis. Merci à à bientôt. toi. À très bientôt, Au revoir. merci. Bien évidemment, j'espère que vous serez nombreux à venir visiter l'église Notre-Dame de Fontenay. Alors, si jamais vous souhaitez une visite guidée, n'hésitez pas à vous adresser à l'Office de tourisme Vendée-Marais Poitevin ou bien contacter directement l'association du patrimoine religieux de Fontenay. Si vous souhaitez retrouver les précédents numéros du programme, n'hésitez pas à aller consulter le site internet de la chaîne. Curieuse, je serais très heureuse que vous me fassiez découvrir vos trésors cachés. Alors pareil, écrivez à l'adresse inscrite en bas de votre écran et je vous souhaite une bonne journée. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Trésors cachés.